Bonjour, c'est l'été et comme chaque année, on a envie de soleil et de bonnes ondes dans nos oreilles. Et ça tombe bien, c'est justement l'idée de ce 3e hors-série ASV estival pour lequel je serai votre hôte. Je suis Manuelle Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de l'Oxymook, la revue de référence 100% ASV. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les 2 premières éditions, remontez le fil Vétomicro pour retrouver les épisodes. Cette année, nous mettons à l'honneur des ASV qui ont choisi de se former dans des domaines d'expertise spécifiques. Ils et elles nous parleront de ce qui les a amenés à se spécialiser, de leur quotidien, mais aussi de la manière dont ils vivent l'évolution de leur métier. Puis, nous poursuivrons la réflexion sur 2 grands sujets d'actualité, la formation des ASV et la question de la délégation d'actes. Parce qu'au fond, il y a 1000 manières d'apprendre, de progresser et de faire vivre cette profession avec passion. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 4e épisode de nos hors-séries ASV 2025 dédiés à des auxiliaires vétérinaires qui ont tous un petit truc en plus, un domaine de compétences qu'ils ont développé afin d'aller plus loin dans leur métier. Si jusqu'ici nos épisodes se sont intéressés à des ASV au féminin, Amélie avec qui nous avons parlé anesthésie, Pauline et la nutrition, puis Nolwenn et son CQP et TSV, aujourd'hui notre épisode se conjugue au masculin puisque nous recevons Romain. Avec lui, nous allons parler faune sauvage, CHV et DDPP, tout un programme. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Merci à vous de m'avoir invité. Ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci beaucoup. Alors Romain, il est de tradition dans notre podcast de dresser le portrait de notre invité en quelques lignes avant de lui donner la parole. Et comme tu m'as fourni un texte adéquat en préparant cette interview, je vais donc reprendre tes propres mots. Engagé et passionné par le bien-être animal, tu as commencé ton parcours en médecine vétérinaire auprès de la faune sauvage et des carnivores domestiques. Certifié en tant qu'assistant vétérinaire par l'ESAV Institut Bonaparte de Paris, tu as eu l'occasion de travailler au sein de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires de référence comme Atlantia ou encore Riquerac. Mais, et c'est là où ton parcours est un peu hors norme, tu as aussi travaillé dans des structures zoologiques, que ce soit à la réserve de la Haute-Touche ou à FaunVet. Tes choix de carrière t'ont ensuite amené à évoluer vers le métier d'inspecteur en santé et protection animale où tu mets à profit tes compétences techniques, réglementaires et relationnelles. Du côté plus personnel, tu vis aujourd'hui dans une ville à échelle humaine, ce qui t'a permis de te ressourcer et de te réveiller au son des oiseaux et plus du tout à celui des moteurs de voiture. Tu partages ta vie entre sport, lecture, jeux vidéo, tout ça aux côtés de ta chienne, une border collie qui a un peu plus de 4 ans. Romain, il est temps maintenant de te laisser la parole. Si tu valides cette présentation et que tu es prêt, je te propose d'attaquer. Allons-y alors. On est parti. Alors, ce que ta présentation ne nous dit pas du tout, c'est pourquoi et comment es-tu devenu auxiliaire vétérinaire ? Alors là, ça remonte à fort longtemps en fait. Quand j'étais petit, un peu comme tous les petits, je voulais être vétérinaire et j'ai fait un stage en 3e. Je me suis retrouvé dans une clinique où la première ovario de chatte, je me suis évanoui. C'est fréquent, ouais. Et du coup, je me suis dit que du coup, j'y arriverais jamais parce que j'avais eu peur du sang et tout. Et du coup, j'ai repris dans mes études, je me suis orienté plutôt sur le côté informatique qui me plaisait aussi. Et puis en fait, par la suite, quand j'avais 25 ans, je me suis dit en fait, Romain, c'est pas ça qui te plaît. Reprends tes études. Et c'est là que je suis arrivé à Paris, que j'ai repris les études à Bonaparte. Et ça s'est super bien passé. En fait, la vue du sang, il y a eu plus aucun problème. Je faisais vraiment un métier de rêve, quoi. J'ai repris un rêve d'enfant que j'avais remis au présent. C'est génial. Je ne savais pas du tout, alors que tu avais fait donc 3 ans d'informatique avant de revenir vers les animaux. Tu vois, alors on se connaît un peu pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent. On s'est croisés déjà à différentes occasions. Effectivement, je n'avais pas du tout notion que ça n'avait pas été quelque chose de direct après, on va dire, le cycle normal des études, collège, lycée, etc. Ok. Ta formation via l'Institut Bonaparte, pas mal de stages, de contacts avec le métier à ce moment-là. Ouais, j'ai trouvé ça assez génial parce que en fait à la base je connaissais pas trop les écoles d'ASV, donc c'était GIPSA à l'époque, c'était pas AP Form, mais c'est vrai que GIPSA quand on a
25 ans, qu'on a déjà un bac+3, qu'on cherche une alternance, c'était pas ce qui est le plus évident. Mhm. Donc, du coup, je me suis tourné vers Bonaparte et je regrette pas parce que on va dire que je pense que les deux formations se valent à peu près. Mhm. Mais ce que j'ai bien aimé avec Bonaparte, c'est qu'on fait pas l'insertion dans le milieu professionnel se fait pas uniquement dans une seule clinique. Le fait d'avoir plusieurs stages, c'est ce qui a fait que j'ai fait stage à Maison Alfort, j'ai été au CIAMU, j'ai pu faire Faune Alfort, j'ai fait le zoo de Beauval, j'ai fait c'est ce qui m'a permis de voir vraiment beaucoup de choses et du coup de m'orienter plus vers ce qui m'intéressait. Oui, finalement, le fait d'avoir une pluralité de stages t'a permis de voir et de découvrir différentes choses dans le métier, ce qui t'a en fait déjà donné des pistes et des envies pour la suite. Exactement. Du coup, après 2 ans de formation, parce que la formation, se fait en 2 ans, aussi, tu es certifié auxiliaire vétérinaire. Qu'est-ce qui se passe pour toi à la sortie? C'est quoi ton premier poste? C'est quoi le début, dans le métier? Du coup, à la sortie de l'école, j'ai postulé au CHV Atlantia à Nantes Mmh. et j'ai dû faire quoi, 2-3 jours d'essai et je suis parti de là-bas, pas de nouvelles. Je me suis dit mince, ça s'est pas bien passé. Et puis en fait, si 2 jours après, on m'a rappelé en me disant bah si vous voulez toujours le poste, il est pour vous. Et du coup, j'ai fini l'école Bonaparte en juin et en juin, recommencé à Atlantia à Nantes sur le plateau technique, donc toute la partie chirurgie, bloc opératoire, et ça a été c'est une très bonne école. Ça n'a pas été simple tous les jours Mmh. parce que c'est un hôpital vétérinaire ouvert 24/24, 7 jours sur 7, donc c'est vrai que c'est pas forcément simple toujours tous les jours, mais par contre j'ai été formé comme jamais, quoi. Oui, parce que c'est intense en fait, il se passe toujours des trucs, surtout que donc plateau technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu faisais pas du tout d'accueil? Non, je faisais pas d'accueil. J'ai fait un petit peu d'hospitalisation. Mmh. Après, voilà, quand on avait les rares moments où on avait un peu de blanc, de temps mort, on allait aider un peu dans les autres services. Mais c'est vrai que dans les CHV, c'est comme ça généralement. Il y a 3 pôles. Il y a le pôle accueil qui va s'occuper des clients et ils sont vraiment très forts parce que moi ça, c'est quelque chose que j'aurais pas réussi à faire en sortant des études. Donc, Mmh. je trouve que les filles de l'accueil ont vraiment un grand mérite. C'est la première ligne face aux clients. Mmh. Il y a le pôle hospitalisation où pareil, c'est toujours en fait c'est 3 pôles où il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que en hospitalisation c'est aider l'animal à aller mieux, il y a toujours le relationnel client quand il y a des visites et tout ça. Et c'est vrai que moi j'aimais bien le côté plateau technique parce que il y avait pas beaucoup de relationnel client. J'en avais fait beaucoup avec mes différents métiers avant. Et par contre c'est vraiment plateau technique, c'est vraiment de la technicité, quoi. Et c'est ça qui te plaisait finalement, ce côté, technique? Exactement. Et combien de temps tu es resté du coup, à Atlantia à ce moment-là? Oh, alors Atlantia, j'ai commencé, j'y ai fait 3 ans. Mmh. Ensuite, j'ai été travailler pendant 4 ans à la réserve zoologique de la Haute-Touche, Mmh. donc un zoo dans le centre Val-de-Loire. Ensuite, j'ai été faire quelques mois à Cannes dans la clinique Riquérac Mmh. et je suis revenu à Nantes pendant 1 an et demi. Et j'ai arrêté le CHV Atlantia en septembre de l'année dernière. D'accord, oui, donc tu Atlantia, la faune sauvage à la Haute-Touche, un petit peu le sud et la chaleur, à Riquérac Ça. et puis retour à Nantes, avant de venir donc maintenant, à ton nouveau métier. On en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup, comment on passe d'Atlantia à la réserve zoologique de la Haute-Touche? Et c'est l'avantage que j'ai avec Bonaparte, justement, c'est que dans un de mes stages que j'ai fait à Beauval,
j'ai rencontré une vétérinaire avec qui ça s'est très bien passé. Et pendant que j'étais à Atlantia, on avait gardé contact. Et pendant que j'étais à Atlantia, elle m'a contacté en me disant Romain, on va ouvrir un poste d'ASV au zoo. Est-ce qui t'intéresse? Et là, bah oui, j'ai tout lâché et j'ai dit j'arrive. Et pourquoi la faune sauvage? Pourquoi cet attrait pour la faune sauvage? Bah, je pense que je pense que c'est le côté un peu, alors, on va dire en zoo, non, mais c'est le côté un peu liberté, c'est le côté, c'est des animaux qui changent. Et puis, en fait, ce que j'aime avec la faune sauvage, c'est que on peut pas vraiment entre guillemets, se reposer sur ses acquis. Comme, on va être en clinique, il va y avoir du chien, du chat, essentiellement, ça va être toujours un peu la même chose. En été, on va avoir nos petits braquis qui vont débarquer en coup de chaleur, les cockers avec leurs épillets dans les oreilles. Enfin, c'est, on va dire qu'il y a une espèce de redondance de temps en Mmh. temps. Alors qu'en faune sauvage, les 4 ans que j'y ai fait, bah, j'ai pas eu une journée qui s'est ressemblée. Parce qu'en plus, bah, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que on n'était pas enfermés. Mmh. On parcourait le parc pour aller faire les soins, pour aller faire tout ça. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai peut-être arrêté le métier d'ASV, c'est que rester enfermé, c'est pas pour moi. J'ai besoin de voir le soleil, j'ai besoin de bah même s'il pleut, j'ai besoin de sortir, de prendre l'air. Être enfermé, c'est triste. Alors je précise quand même pour nos auditeurs, tu as arrêté le métier d'ASV au sens où tu n'es plus dans une structure Oui. vétérinaire classique. Heu, à mon sens et je te dis, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais tu travailles toujours pour le bien-être, animal, pour la cause animale puisque tu travailles maintenant, à la DDPP, hem et c'est un investissement qui reste quand même celui de penser à la santé et au bien-être, des animaux. Donc d'une certaine façon, tu es toujours ASV, tu aurais pas eu ce boulot-là si tu n'avais pas ce passé d'ASV, enfin, je suppose en Oui. tout cas. Oui, et puis, ouais, et puis de toute façon, ASV, c'est un métier de cœur, hein. C'est un métier qu'on fait par passion. On le fait pas parce que on veut s'en mettre plein les poches. Ça se saurait. Mais, oui, de toute façon, je suis ASV, je resterai toujours ASV. Est-ce que je retournerai, exercer le métier? Je sais pas, mais ASV, je le serai toujours. Non, parce que je fais un peu l'analogie parce que le podcast, donc là, on est dans nos hors-séries de l'été, mais le podcast de Veto Micro, c'est des parcours de vétérinaires, et la baseline qu'on avait, c'est il y a même 1000 façons, pardon, d'être vétérinaire. Il y a 1000 façons d'être ASV aussi et c'était aussi pour ça qu'on a eu envie, de t'inviter, c'est de montrer que ASV, ça se limite pas forcément au mur d'une structure vétérinaire, d'un établissement de soins vétérinaires. On peut Ah être non. ASV en faune sauvage à l'extérieur, en parc zoologique. On peut être ASV au sein des DDPP. Il y a plein d'options et d'opportunités pour les ASV. Bah, complètement. Enfin, moi, je connais des ASV qui sont qui font de la physiothérapie. Je connais des ASV qui s'occupent des chevaux militaires. Je connais des ASV qui travaillent en laboratoire. Enfin, Mm. ouais, c'est comme le métier de vétérinaire. On n'est pas obligé de d'être juste sur une facette du métier. En fait, on en a tellement. C'est ça. Et c'est pour ça que quand tu dis j'ai arrêté d'être ASV, voilà, je me permets de préciser et de peut-être de te faire remarquer que tu es toujours ASV différemment, mais tu es toujours ASV dans l'âme en tout cas. Hem, Tu es donc arrivé au parc de la Haute-Touche. Comment on se forme en faune sauvage? Parce que même les vétérinaires, hein, moi à l'école vétérinaire, on parle pour ainsi dire, pas de faune sauvage. Donc, c'est des formations qui se font, après, c'est de l'apprentissage sur le terrain. Comment on devient ASV en faune sauvage? En fait, pour faire ce métier, il faut déjà toujours avoir envie d'apprendre. Faut pas vouloir rester sur ses acquis parce que même moi j'ai quand même appris pas mal de choses. Je suis très loin d'avoir appris tout ce qu'il y avait à savoir. Après,
ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut travailler en faune sauvage, il faut déjà avoir des bonnes bases dans les autres filières. Mmh. C'est-à-dire que bah, si on s'occupe d'un loup, il faut savoir comment gérer un chien Mmh. pour avoir les bases. Si on s'occupe d'un lynx, il faut savoir comment gérer un chat. Si on s'occupe, c'est pas d'un cerf, et ben il faut savoir comment gérer les animaux. Enfin, Mmh. c'est il faut avoir des bonnes bases dans les filières domestiques. Mmh. Et après, c'est vraiment c'est vouloir se former et apprendre très bien à parler anglais. Parce que en France, on n'a pas beaucoup de données, on va dire, accessibles en français. Mmh. Et mais par contre, en anglais, on a tout ce qu'il faut, quoi. OK, donc beaucoup d'auto-formation aussi, parce que je suppose que ces données en anglais, tu es allé les chercher, un peu tout seul finalement? Oui, tout à fait. Il y a plein de sites qui nous permettent de trouver. Si au lieu de poser la question en français sur un moteur de recherche, et ben on la pose en anglais et on tombe sur tout ce qu'on veut, en fait. OK. Et si tu devais comparer un peu, les rôles d'un ASV, dans une structure vétérinaire, d'animaux domestiques et les rôles d'un ASV, en parc zoologique, quels sont finalement les points communs et les grandes différences? Les points communs, le ménage. Ça, c'est quelque chose, dans tous les cas, en tant qu'ASV, on sait que c'est une grande partie de notre travail. Après, si les soins font partie des points communs, parce qu'on avait toute une partie hospitalisation, on va dire. Mmh. Et bah, quand on a un wallaby qui est dedans, après, on fait souvent les soins à deux, parce que bah, faut qu'il y en ait un qui tienne l'animal pendant que l'autre puisse faire tout ça. Mais tout ce qui est contention, après, en différence, bah déjà, enfin, je peux pas dire on n'a pas affaire aux clients, parce que quand on travaille en zoo, en fait, nos clients, c'est nos collègues, Mmh. parce que ils passent, bah, en fait, les soigneurs animaliers et tout ça, c'est pareil, ils passent, c'est un métier passion, et du coup, les animaux dont ils s'occupent, bah, c'est un peu comme si c'était leurs animaux. Donc, il faut réussir à les rassurer, il faut être là pour les écouter et tout. Je pense que le métier est vraiment similaire dans les deux cas. C'est juste qu'on change d'espèce et que, bah, en zoo, on va à l'extérieur, quoi. Oui, c'est ça, le besoin de grand air, Ouais. est important. Je suppose que quand même on parle pas de chats et de chiens, quand on est, en parc zoologique. Si tu avais, 2-3 anecdotes à nous partager avec des espèces qu'on n'a pas la chance de côtoyer les uns et les autres, qu'est-ce qui te vient en tête là comme ça? Ce qui me vient en tête, bah, les campagnes de vaccination influenza aviaire qui est en zoo, c'est bah, tous les ans, il faut aller attraper tous les oiseaux du parc. Enfin, c'est assez incroyable, parce que bah ouais, on a un peu l'impression que c'est un rêve d'enfant, quoi. Mmh. Après, qu'est-ce que j'ai eu si on a, bah, comme pour un chat, en fait, sauf que là, on a endormi un tigre Mmh. pour pouvoir lui mettre un implant parce que au niveau des programmes de conservation, cette année-là, la tigresse devait pas se reproduire. Donc, la pose d'un implant sur un tigre. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si, alors ça fait partie un peu du métier d'ASV aussi, mais c'est surtout fait par les soigneurs. Mais tout ce qui va être training médical, OK. pour pouvoir, j'ai fait du training médical sur une pandarou. Si un jour on m'avait dit que je ferais ça, j'aurais jamais cru. Donc c'est euh, c'est assez incroyable. Oui, ça, c'est une partie pour le coup. Alors, même si on avance et qu'on commence à se rendre compte que ça peut être utile et intéressant de faire du training médical avec des chiens et des chats, aussi, des chevaux, enfin avec toutes les espèces finalement, c'est quand même quelque chose qui était plutôt au départ réservé aux réserves zoologiques. Ça, c'était quand même une partie du métier, que tu avais pas forcément dû voir à Atlantia Oui. avant d'arriver à la Haute Touche.
Ouais. J'avais déjà vu un chien se faire flécher à Atlantia parce qu'il était inapprochable, mais Il devait être coton celui-là, oui. Donc en fait, au-delà finalement des espèces qui sont complètement atypiques, finalement le travail en lui-même est assez similaire au travail d'ASV, avec, des animaux domestiques. c'est ça. Après, j'avais plusieurs casquettes aux zoos, c'est-à-dire que j'avais la partie assistant vétérinaire, Mmh. mais j'avais aussi une partie où j'aidais ce qu'on appelle le gestionnaire de collection. Donc Mmh. la collection, ce qu'on appelle la collection en zoo, c'est la collection animale, donc c'est tous les animaux qu'il y a dans le zoo. Et du coup, dans ce travail-là, je devais essayer, quand on avait des naissances, essayer de trouver dans quelle zone on pouvait faire partir les animaux. C'était quand on avait des décès, il y en a comme partout, essayer de retrouver des animaux ailleurs pour les faire venir chez nous. Enfin, j'ai vraiment appris énormément au zoo et, enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, de te retrouver au bon endroit, au bon moment et de rencontrer finalement la bonne personne, sur ton parcours qui a pensé à toi, pour la suite. C'est intéressant, tu parles du de la gestion des animaux dans les parcs. Je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde, qu'effectivement les animaux qui naissent sur le parc restent pas forcément sur le parc. Au contraire, d'ailleurs, en général, pour éviter, la consanguinité, et cetera. Cette partie gestion, ça te prenait combien de temps? Je me rends pas compte de la charge de travail que ça peut être dans un parc animalier de gérer les collections comme ça. En fait, je pourrais pas te donner un pourcentage de temps parce que on va dire que quand j'avais pas de choses à faire en ASV, je faisais de la collection et inversement, on va dire que si Oui, on ça se si faisait ouais, au fil de l'eau, en fait. c'est ça, ça se faisait au fil de l'eau. Après, quand on avait vraiment des départs à faire, je me concentrais dessus et après mais ouais, je dirais que j'avais, on va dire, allez, on va dire 65% d'ASV et 35% de gestion de collection. OK. Ouais, Parce c'est qu'on quand n'a même pas des naissances toujours, mais il faut prévoir à l'avance, en fait. oui, Faut, oui, c'est ça, c'est un travail dans le temps évidemment, c'est pas à l'instant T, c'est vraiment dans la durée. c'est ça. Et puis, ce qui est génial, c'est que, moi, je sais que j'ai développé mon niveau d'anglais en travaillant aux zoo parce que, on fait pas des échanges que avec les zoos français. Donc, on a envoyé des animaux au Danemark, au Maroc, on a failli en envoyer au Canada. Enfin, je trouve ça incroyable parce que, en fait, le monde est petit. Déjà, quand on dit le monde vétérinaire, tout le monde connaît tout le monde et tout ça. Mais le monde des zoos, c'est encore plus petit, quoi. Oui, bien sûr, ça paraît, assez évident et finalement, donc après, quelques années dans ce parc animalier, tu es revenu à un poste, plus classique. Donc on a compris un petit passage, à Cannes et puis retour, à Atlantia. Pourquoi? Euh, ma responsable de l'époque m'a dit, reviens. Elle OK. m'a dit, tu vas voir, les choses sont de mieux en mieux, et je me suis dit, allez, je tente. Oui, c'est plus une porte de nouveau qui s'est ouverte Oui. qu'un vrai besoin de quitter le parc, de façon choisie, je dirais. C'est ça. OK et donc est-ce que ça avait vraiment changé? Ça avait changé, Pas autant que tu espérais? pas autant que j'espérais. Bon, après voilà, comme dans toute entreprise, il y a des choses les budgets font que on peut pas avoir forcément tout ce qu'on nous a promis, mais du coup, ouais, il y avait eu du changement, mais pas ceux auxquels je m'attendais. Très clair, très explicite. Moi, j'ai une question quand même, c'est quand on revient en pratique, plus standard, est-ce que ton expérience en faune sauvage t'a apporté quelque chose que tu as utilisé avec les animaux domestiques quand tu es revenu avec eux? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le côté animaux domestiques qui m'a aidé à progresser en zoo. Après, comme j'ai un vétérinaire de zoo qui m'a dit ça un jour, quand je travaillais à Atlantia, et il m'a dit, mais Romain,
franchement, vous faites un métier dangereux. Je l'ai regardé, je dis, bah, moi, je travaille avec des chiens et des chiens. Toi, tu travailles avec des tigres, c'est quand même pas la même chose, quoi. On me dit, oui, mais attends, moi, le tigre, quand je l'approche, il dort, hein. Toi, le Oui. chat, toi, le chat, s'il décide de te sauter dessus, c'est pas la même, hein. Il me dit, moi, c'est plus safe que toi. Je fais, ah ouais, c'est vrai que c'est juste sous cet angle-là. Ça me fait penser à une remarque qu'on m'avait fait en tant que jeune vétérinaire aussi. Je sais pas si tu as vécu la même chose, mais spontanément, j'avais plus tendance à me dire qu'en clinique canine, les chiens étaient potentiellement plus à risque d'accident que les chats. J'avoue que j'en suis assez vite revenue. Je trouve que les chats sont très très bien armés Oh oui. et très agiles, et que finalement c'est plus avec eux qu'on a des petits incidents, en tout cas, qu'avec les chiens. Enfin, en tout cas dans mon expérience personnelle. Ah, bah, la même, hein. J'ai dû me faire mordre une fois par un chien. Mmh. Par contre, des chats, et puis j'ai vu des collègues partir à la clinique de la main plus d'une fois, et j'en ai mangé ouais, comment ça s'appelle? Du Cet antibio goût pâté d'une viande. De l'amoxicilline, acide clavulanique, qui nous permet de lutter contre, Exactement. Ah, j'en ai mangé goût viande, hein, ouais. quand t'es végétarien, t'es là, ah super. Du coup, on l'a compris, tu es retourné à Atlantia, tu as pas forcément, trouvé à ce moment-là, ce que toi tu cherchais, hein. Ça veut pas dire, il y a aucune critique, sur Ah, la structure, complètement. bien au contraire, mais, simplement toi tu n'as pas trouvé, ta place à cet endroit-là. J'insiste un peu là-dessus, parce que c'est vraiment un message qu'on a abordé déjà avec, une autre ASV sur un des épisodes précédents, mais c'est de dire que quand on n'est pas bien à un endroit, c'est peut-être pas le métier le problème, ça peut être simplement l'endroit, ça qui nous convient pas. Donc il faut pas hésiter à changer, à aller voir ailleurs. Hem, Tu n'es plus aujourd'hui donc ASV en structure vétérinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, ce qui a fait que tu as eu, envie, besoin de voir autre chose, et comment tu t'es retrouvé, au sein, de la DDPP? Mais en fait, j'avais, sans prétention aucune, mais j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de ce que je voulais voir en tant qu'ASV. Je voulais pas du tout arrêter de travailler avec les animaux parce que moi c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Et du coup, je me suis dit, bah, comment faire pour continuer un métier avec les animaux. Et du coup, je me suis mis à chercher un peu à droite, à gauche. Puis j'ai regardé les différentes instances qu'il y avait et tout ça, et je suis tombé sur ce métier d'inspecteur en santé et protection animale. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, j'ai passé 9 ans de ma vie à soigner les animaux. Bah maintenant, j'ai envie d'entrer dans une phase où je vais les protéger pour é- pour éviter que on en arrive à certaines choses qu'on peut voir sur la clinique. Et je me suis dit, bah, tente, tente, et puis tu verras bien. Et c'est vrai que bah, j'ai trouvé un deuxième métier qui me passionne et qui m'anime Et qui donne du sens à ce que tu fais? complètement. Là, je fais, on va dire, que je suis en charge de la filière carnivore domestique. Donc, on m'a mis en charge de cette filière là, bah, par rapport à mon parcours, Mmh. étant donné que je le connaissais quand même plutôt pas trop mal. Et je suis référent sur le département contre la maltraitance animale. C'est-à-dire que tous les signalements qui peuvent être faits côté veto sur Calypso-Vet, côté particulier sur le site du ministère de l'Intérieur, ou sur les alertes sur maltraitance animale et tout, bah j'en reçois une partie, même les courriers, les mails, le téléphone. Et Mmh. en fait, je recense tout et je me redirige vers les personnes qui doivent gérer, ou je m'occupe moi-même d'aller m'occuper des signalements sur place. Une autre facette effectivement, qui répond à des choses qu'on voit en structure vétérinaire, tu le disais à l'instant, on a malheureusement tous eu, je crois, des moments où on a été,
ou en tout cas où on a suspecté de la maltraitance, les choses se mettent en place de plus en plus et c'est maintenant ton cœur de métier. Bravo pour cet engagement pour le bien-être animal. Voilà. Yes. Alors tu le sais, cet été, on a décidé de nous intéresser à des ASV qui ont donc des compétences particulières. Toi, la faune sauvage en grande partie. On voulait aussi parler de la délégation d'actes vétérinaires à venir, toute proche maintenant, puisque la loi a été promulguée. Et comme tu as travaillé au sein d'un CHV, ma question qui me vient sur le sujet, c'est est-ce que tu penses que cette délégation d'actes va réellement changer quelque chose dans les gros établissements vétérinaires français? Pas du tout. En fait, enfin, non, ouais, ça, euh, on va le cacher, personne va se cacher là-dessus. Enfin, on sait très bien que, je crois qu'on va dire 90% des ASV font déjà des actes. Donc, ça, ce que ça va changer, c'est que bah, maintenant ils vont le faire légalement. Mmh. Concrètement, tu penses, toi, que, dans le quotidien des structures, en tout cas de grande taille, ça va pas forcément changer grand-chose? Dans les structures de plus petite taille, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact? Ça peut peut-être avoir un impact sur le fait que bah, les vétérinaires vont pouvoir déléguer justement un peu des tâches qu'ils osaient pas faire. Je connais des vétérinaires qui jusque-là m'ont dit non, les ASV doivent pas le faire. S'il y a un souci, c'est moi qui vais prendre, donc je les laisserai pas faire. Et je pense que bah ça va leur permettre de pouvoir se libérer du temps parce que moi j'ai toujours considéré qu'on n'était pas des assistants vétérinaires, mais étaient plus des infirmiers vétérinaires. Donc et c'est pour ça que travailler en CHV, ça m'a beaucoup plu parce que bah ce qui est intéressant, c'est les actes qu'on fait. Mmh. Au sein du coup des grands, centres vétérinaires, on sait, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, que les ASV sont répartis en général par pôle, d'activité, que ce soit en hospitalisation, en plateau technique ou, à l'accueil. Tu penses que, cette délégation d'actes, elle va finalement, pas mieux répartir les tâches ou affiner, on va dire, le profil des candidats, à ces postes-là? Peut-être. Après, je pense que ça peut aussi. Parce que je connais des personnes qui sont très bien à l'accueil et ont pas envie de faire autre chose, mais je pense que avec une délégation d'actes autorisée, je pense que ça peut leur donner éventuellement envie de changer un peu, parce que ce serait à dire bah là je le fais pas en cachette, je le Mmh. fais parce que j'ai le droit de le faire. Après, de toute façon c'est sûr que je sais pas encore comment ça va se faire cette délégation d'actes, mais c'est vrai que va y avoir énormément d'ASV. Je pense qu'il y a plus de la moitié des ASV qui vont vouloir en tout cas pratiquer des actes parce que bah pour ceux qui le faisaient pas encore, ça va leur permettre d'avoir un renouveau dans leur métier. Mmh. Et pour ceux qui le faisaient déjà, bah en fonction des actes qui vont être autorisés, ça va pouvoir leur permettre de d'évoluer en compétences. Donc encore une fois, c'est un métier qu'on fait par passion et je pense que bah, le fait de pouvoir faire des choses en plus autorisées maintenant, c'est quelque chose qui fait que bah ça donnera peut-être envie d'apprendre en plus. Après, tout va dépendre des actes et des conditions fixées avec cette délégation. Et je reviens un tout petit peu en arrière, je rebondis sur un autre élément que tu nous as donné, de dire que certains vétérinaires jusqu'à maintenant refusaient, et ils avaient quelque part raison, hein, parce que même si on sait bien, notre enquête l'a montré et personne ne se cache, derrière ça. On sait que beaucoup d'ASV, pratiquaient déjà certains actes, heu, qui étaient pas jusqu'à maintenant légalement délégables. Mais tu disais que certains vétérinaires donc le refusaient. Est-ce que tu crois que il va encore y avoir des vétérinaires qui vont refuser cette délégation d'actes, même si elle devient, légale? Tout va dépendre de la façon dont ça va être fait. Moi, de ce que j'ai vu pour le moment, euh, il y a encore rien qui parle d'une revalorisation de salaire par rapport à ça.
Donc, s'il n'y a pas de revalorisation de salaire, les vétérinaires, ils vont pouvoir laisser faire parce que ils vont se dire, bah, ça leur fait gagner du temps. Mhm. Et en plus, ils n'ont pas d'obligation légale d'augmenter les ASV. Alors que si il y a une revalorisation de salaire, ce qui serait normal, selon moi, ça peut peut-être refroidir des vétérinaires en se disant, bah, non, parce que vu que maintenant ce sera légal, ce sera plus en cachette. Si je lui demande s'il est inscrit, je pense qu'il va y avoir sûrement un ordre des ASV. Alors la liste sera tenue par l'ordre des vétérinaires. Oui, c'est ça. Mhm. Donc du coup, il y aura une liste officielle. Et à partir du moment où un ASV fait partie de cette liste, ça veut dire que il peut prétendre à avoir une revalorisation de salaire. Donc tout va dépendre de comment ça va être fait. Après, j'espère que l'ordre des vétérinaires, le SNVL vont faire intervenir des ASV dans les discussions pour pouvoir vraiment bah, prendre en compte l'avis de tout le monde et pas juste parler en tant que vétérinaire. Oui, ce que je note dans ce que tu dis, c'est que, en fait, il y a un risque si l'augmentation de salaire qui serait légitime compte tenu du fait que on augmente les tâches, réservées, enfin attribuées, aux ASV délégataires, si augmentation de salaire il y a, ça pourrait freiner certains vétérinaires qui, sous prétexte de pas avoir envie d'augmenter leurs ASV, préféreront ne pas déléguer les actes. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, bah pas envie ou pas la possibilité parce que c'est vrai que enfin, les vétérinaires aussi ont quand même beaucoup de charges par rapport à leur structure. Je parle surtout des petites cliniques qui peuvent pas forcément non plus se permettre. Oui, oui, tu as raison, hein. Tu as tout à fait. Moi, je pense que réellement, et, et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, et je pense réellement que il serait temps que les ASV se créent un syndicat, Mmh. un peu à la SNVEL, mais ce serait un SNASV, Mmh. afin de pouvoir avoir du poids et défendre leurs idées et leur métier, parce que à l'heure actuelle, les personnes qui prennent les décisions pour les ASV, bah, c'est les vétérinaires. Sauf que on n'a aucune structure, on n'a rien aucune instance qui nous représente réellement. Oui, parce que les syndicats de salariés, il y a des syndicats de salariés, hein, qui font partie des discussions, notamment sur la convention collective, mais qui sont des syndicats de salariés plus généraux. C'est ça, on parle de FO, c'est CFDT et tout, mais C'est ça. là, je parle vraiment d'un syndicat du corps de métier, pas un syndicat de salariés. C'est vraiment, bah voilà, comme le SNVL, et bah avoir un syndicat national des ASV qui soit pris en compte et qui puisse défendre le métier qu'on aime, quoi. Faire entendre la voix, finalement des premiers concernés de façon plus directe. Exactement. Avec l'arrivée de la délégation d'actes, donc on sait, hein, que maintenant la loi a été promulguée, donc la délégation d'actes, elle est maintenant possible dans le sens où la loi a été ouverte, mais elle n'est pas encore autorisée dans les cliniques puisqu'on attend tous les décrets et les arrêtés ministériels qui vont donner du cadre finalement, puisqu'il faut savoir maintenant, sous quelles conditions effectivement, les actes peuvent être délégués, quels actes peuvent être délégués, à qui, après quelle formation, après quel diplôme éventuellement. Alors de ce que, des bruits de couloir qu'on a entendus, jusqu'à maintenant, on sait qu'il va y avoir une formation qui va être demandée. On sait que cette formation amènera un examen qu'il faudra, valider. Ça paraît, légitime. Ce format-là, complet, concret, c'est celui qui arrivera dans quelques années, pour, on va dire, les nouveaux ASV, sortant, des écoles. La grande question, c'est quid des ASV déjà sur le terrain maintenant et notamment de ceux, puisque on l'a dit tout à l'heure, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, heu, beaucoup d'ASV font déjà certains actes, qui ne sont pour l'instant théoriquement pas délégables. Hem, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ces ASV-là? Alors
on sait qu'a priori, il y aura une forme allégée de formation et d'examen, mais un des prérequis, probablement, sera qu'il faut être titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, ce qui n'est pas le cas d'un grand nombre d'auxiliaires vétérinaires de terrain à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation-là? Bah, je pense que c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire que une fois de plus, ça va faire ressortir une école, tout particulièrement, qui a eu un peu le monopole jusque-là sur ce titre-là. Euh, J'espère que ça va être bien réfléchi pour que un grand nombre en puisse en bénéficier. La moyenne de durée de métier d'un ASV, je crois que la dernière fois j'ai lu que c'était entre 7 et 8 ans. Mmh. Euh, je pense que si les vétos veulent pas perdre des ASV par rapport à ces conditions, je pense qu'il va falloir alléger les choses pour que bah, des personnes qui comme moi clairement, hein, ou comme beaucoup de mes collègues font des actes depuis 9 ans, 10 ans, 20 ans, bah qui se retrouvent pas parce qu'ils ont pas le diplôme qu'il faut à devoir refaire une formation Ou qui passer une dont- VAE, oui. Mmh. ou passer une VE qui dans la plupart des cas sera sûrement donc voilà, qui sera clairement payante, qui va demander du temps aux personnes, du temps qu'on n'aura pas parce que bah comme les vétérinaires au niveau des ASV, les annonces on en voit passer tout le temps, donc c'est toujours à flux tendu et les vétérinaires vont pas pouvoir libérer 3 semaines un ASV pour qu'il aille se former. Donc je pense que au niveau des personnes qui exercent, qui font ces actes depuis longtemps, je pense qu'il faudra qu'il y ait une espèce de dérogation avec une attestation du vétérinaire, vu que de toute façon, on sait tous que les ASV ont pas fait ça tout seuls, mais qu'une attestation du vétérinaire qui dit que bah, la personne a été formée à faire ça, 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 il atteste que la personne le sait le faire, et pour alléger cette partie pour les anciens. Et après, en effet, les nouveaux, les personnes qui vont sortir là, si ils veulent pouvoir accéder à cette délégation d'actes, qu'ils soient formés, c'est tout à fait normal, parce que maintenant il va y avoir un cadre légal. Mais pour les personnes qui ont été formées et par moment, enfin, n'ont pas eu le choix d'être formées, parce que si vous voulez rester dans l'entreprise où elles étaient, bah, il fallait qu'elles le fassent, parce que sinon le vétérinaire perdait trop de temps et du coup bah c'était pas pratique et voilà. Je pense que ces personnes-là, elles devraient automatiquement avec un avis, une attestation de, même s'il faut qu'il y ait une attestation de 2 ou 3 vétérinaires, histoire d'assurer le fait que la personne sache le faire, ce qui pourrait me sembler logique aussi, parce que ça permet d'assurer les arrières des vétérinaires sur la délégation. Mais je pense que pour toutes les personnes qui le faisaient avant, il faudrait vraiment un système bah, où on se sente pas que bah, qu'on se fait avoir une fois de plus. Oui, puis c'est bien, enfin je note, un élément que tu as dit et que tu as signalé et dont on n'a pas forcément conscience. C'est que, au départ, certains ASV ont été amenés à se former à ces actes-là, pas forcément par choix. C'était comme ça, enfin dans les structures, il fallait pouvoir avancer et on apprenait aux ASV à faire, l'injection qui va bien, à poser le cathéter qui est pratique et ce serait quand même effectivement la double peine à l'époque d'avoir été incité à être formé à ces actes-là et maintenant, que les choses soient compliquées pour avoir le droit légalement de les faire. C'est sûr, c'est alors bon, je ne peux pas, je ne sais pas, à l'instant où on se parle, vers quoi les choses vont aller. Ce que je peux par contre quand même dire à nos auditeurs, c'est que
tout ce dont tu viens de parler est en discussion auprès des organisations professionnelles vétérinaires et qu'on peut espérer effectivement qu'ils trouvent une solution la plus équitable pour tout le monde. Ce serait évidemment le mieux. Petite question bonus. Quels actes, toi, tu aimerais voir sur cette liste d'actes délégables? Bah, les choses qui sont classiquement faites, donc la prise de sang, la pose de cathéter. Je pense que les actes qui ont besoin d'une anesthésie de base peuvent aussi être faits sous surveillance du vétérinaire. Euh, Après, faire les vaccins. Enfin, pour moi, en fait, il serait censé de euh, de pouvoir avoir des ASV libéraux, comme on a des infirmières libéraux, parce que on est toujours on voit tout le temps que c'est la crise chez les vétérinaires, qu'il n'y a pas assez de vétérinaires, qu'il faut recruter, qu'il faut former plus, que tout ça. Et en fait, cher vétérinaire, vous avez une armée d'ASV derrière vous qui sont prêts à faire énormément de choses. Moi, j'ai déjà vu des ASV le faire et j'en ai vu le faire à l'étranger. Je pense que apprendre aux ASV à utiliser un stéthoscope, Mmh. bah, quand on a une urgence, qu'on est de nuit, qu'on a une urgence, que le vétérinaire il est occupé il a 15 consultations en attente, bah finalement on est bien content quand un ASV est capable d'écouter au stéthoscope ou il y a certains éléments comme ça qui il faut l'apprendre, c'est sûr. On va pas dire à tout le monde vas-y fais-le alors que tu l'as pas appris, mais je pense que ouais, la délégation d'actes, il y a tellement de choses. Pareil, la physiothérapie. Je pense que la physiothérapie est quelque chose qui pourrait faire partie de la délégation d'actes. On a bien, on a bien des écoles qui forment des ostéos, mais des ostéos. Je connais des ostéos qui, ils ont fait l'école. Avant de faire ça, ils avaient jamais touché un animal de leur vie. Ils ont fait l'école d'ostéo. Maintenant, l'école d'ostéo est unique dans le milieu vétérinaire. Un ASV qui est formé en physiothérapie, qui a suivi des formations dans des centres reconnus, devrait pouvoir faire, alors forcer peut-être pas tous les actes de physiothérapie, mais au moins pouvoir faire la base des actes sans risquer d'avoir des soucis avec l'ordre des vétérinaires. Alors le gros point, hein, qui est sur lequel je voudrais réagir, c'est que cette notion d'infirmier vétérinaire, elle est évidente. Je pense qu'elle est un peu dans la tête de tout le monde. La grande différence, c'est que les infirmiers en médecine humaine, au sens où on l'entend, sont responsables de leurs actes et que au stade où on se parle, ça c'est dans la loi telle qu'elle a été promulguée, les actes délégables resteront de toute façon sous la responsabilité des vétérinaires. Il est effectivement prévu, en tout cas la porte n'est pas complètement fermée au fait qu'il y ait plus tard un niveau 2 d'actes de délégation avec des actes peut-être plus poussés et plus pointus qui seraient potentiellement délégables aux ASV. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est vraiment sur un niveau de délégation d'actes a priori plutôt basique et toujours sous la responsabilité et au sein de l'établissement vétérinaire, sous la responsabilité du vétérinaire. Donc c'est vrai que ça pose encore pas mal de questions sur la mise en pratique concrète et sur ce que ça va permettre comment dirais-je, de confier aux ASV sur le terrain. C'est certain. Je pense que le l'évolution est en route, mais que ça va aller de façon progressive, c'est sûr.
En tout cas, merci Romain pour tout, de nous avoir partagé tout ça et d'avoir parlé de cette idée de syndicat et de l'envie de terrain finalement par rapport à la délégation d'actes. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé ou sur lequel tu aimerais revenir avant qu'on se quitte? Vite fait sur la délégation d'actes, sur l'accessibilité, je pense que et j'espère que il y aura pas de différence entre les échelons Mmh. ASV parce que selon moi l'échelon ça reste quand même ça. C'était peut-être sûrement utile à l'époque, mais c'est devenu un peu une vaste blague, dira-t-on. Euh, je pense que quand on est en clinique ou en hôpital vétérinaire ou quoi d'autre, les vétérinaires vont pas nous dire qu'on a le droit de faire telle ou telle chose en fonction d'une échelon. On fait tous la même chose. Et du coup, j'espère que ça va être la même chose sur la délégation d'actes et qu'on va tous pouvoir y accéder de la même façon et pas parce qu'on a un échelon qui est maintenant complètement oublié. Mmh. C'est peut-être pour ça que le syndicat serait, effectivement pertinent pour aller, essayer de faire, changer, peut-être cette grille des salaires, la réfléchir un peu différemment. Exactement. Alors dernière question que j'ai posée, à tes 3 collègues, avant toi. Si tu devais décrire le métier d'ASV en 5 mots, tu dirais quoi? Oh. Passion, euh, solidarité, amour des animaux. Mmh. Ça m'a fait 3 mots d'un coup, là. Ça marche. Allez, ça marche. On va dire qu'on est aux 5. Merci beaucoup Romain pour ce moment, passé ensemble. C'est ainsi que se termine notre 4e et dernière rencontre avec des ASV riches de domaines d'expertise particuliers. On se retrouve le 18 août avec Nathalie Blanc, élue au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, puis le 25 août avec David Quin, président du SNVEL. Tous deux viendront nous parler de leur rôle dans la construction et la mise en place de la délégation d'actes vétérinaires aux ASV. Des épisodes à ne surtout pas manquer. Belle journée à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir Romain. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vetomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vetomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.